Sur le marché européen, un acteur tire clairement son épingle du jeu, l'Algérie. Ses livraisons de gaz naturel vers l'Union européenne et plusieurs pays du continent connaissent une envolée spectaculaire, avec des hausses hebdomadaires dépassant parfois les 50%, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, presque vertigineux. Derrière cette dynamique, une réalité brutale, une crise internationale née du conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran. Et pendant que certains subissent, Alger tente habilement de convertir ce chaos en véritable levier économique. Mais cette embellie est-elle appelée à durer, ou s'agit-il simplement d'un feu de paille? C'est précisément ce que nous allons décortiquer ensemble, en posant les bonnes questions, en analysant les données avec rigueur et en vous apportant des réponses concrètes, claires et appuyées sur des faits. Et là, on ne parle pas de simples variations. On est face à une véritable explosion. Prenons un instant pour regarder les faits. Juste après l'éclatement du conflit, à la toute fin février 2026, l'Algérie a envoyé vers l'Europe près de 462 000 tonnes de GNL en seulement 2 semaines de mars. Un bond spectaculaire quand on sait qu'avant la guerre, sur la même durée en février, les volumes oscillaient à peine entre 250 000 et 265 000 tonnes. Résultat, une progression fulgurante de plus de 74% en l'espace d'un mois à peine. Et ce ne sont pas des estimations approximatives. Ces chiffres sont confirmés par des sources solides comme Bloomberg ou encore Energy Research Unit. Clairement, en mars 2026, Alger frappe fort, très fort même, en s'imposant brutalement sur le marché. Et si on compare les 2 dernières semaines de février aux 2 premières de mars, la hausse dépasse encore une fois les 74%. Un détail qu'il faut marteler pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que cette dynamique ne ralentit pas. Bien au contraire. D'une semaine à l'autre, la machine continue d'accélérer. Entre la première et la deuxième semaine de mars 2026, les exportations algériennes de GNL ont encore progressé de 29%, passant de 201 000 à 261 000 tonnes. Et si on prend un peu de recul, la comparaison avec mars 2025 est tout aussi impressionnante. Sur les 2 premières semaines, les volumes ont bondi de plus de 56%. Autrement dit, on assiste à une envolée spectaculaire. Et tout cela se dirige essentiellement vers les grandes économies européennes, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, où la demande s'est littéralement emballée, notamment à cause des perturbations qui frappent la production de GNL au Qatar. Et pendant que certains disparaissent du radar, d'autres avancent leurs pions. Prenez le cas du Qatar. Jusqu'ici, il occupait une place non négligeable sur le marché européen du GNL, derrière les États-Unis, la Russie et l'Algérie. Sa part tournait autour de 7 à 8%, bien loin des presque 60% contrôlés par Washington, mais suffisamment importante pour peser dans l'équation. Juste devant lui, Moscou oscillait entre 15 et 20%, tandis qu'Alger se situait entre 8 et 9%. Bref, un acteur sérieux. Jusqu'à récemment. Car en l'espace de quelques jours, tout a basculé. Le Qatar, autrefois rival direct de l'Algérie, s'est littéralement volatilisé du marché européen. Impossible pour lui de livrer. Les frappes iraniennes ont lourdement affecté ses capacités, amputant environ 1/5 de sa production. Certaines installations ont été mises à l'arrêt, d'autres tournent au ralenti, mais même celles encore opérationnelles se heurtent à un obstacle majeur. Le détroit d'Ormuz est fermé. Et comme si cela ne suffisait pas, les menaces visant les méthaniers qataris rendent toute expédition vers l'Europe quasiment impossible. Résultat, Doha est paralysé. Et comme souvent dans ce genre de situation, ce qui est une catastrophe pour l'un devient une aubaine pour l'autre. L'Algérie, elle, en profite pleinement en grignotant rapidement des parts de marché en Europe. Maintenant, remettons les choses en perspective. L'Europe n'est pas un petit joueur. C'est le 2e plus grand acheteur de GNL à l'échelle mondiale. Mais le véritable géant, c'est l'Asie. Chine, Japon, Corée du Sud, qui, à elle seule, concentre près de 60% de la demande mondiale. L'Europe, elle, pèse environ 1/3 du marché, autour de 33%. Et depuis le choc provoqué par la guerre en Ukraine, les pays européens ont radicalement changé de stratégie. Fini la dépendance au gaz russe, ils se tournent massivement vers le GNL. Aujourd'hui, plus de la moitié, environ 51%, de leur consommation de gaz repose sur cette forme liquéfiée.
Un basculement stratégique qui redessine complètement les rapports de force énergétiques. Avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre de quoi on parle. Le GNL, ce n'est pas simplement du gaz classique. C'est du gaz transformé en liquide pour pouvoir être transporté à bord de gigantesques navires spécialisés. Une fois arrivé à destination, il est de nouveau converti en état gazeux pour être utilisé, que ce soit dans les foyers ou dans l'industrie. Et contrairement à d'autres fournisseurs, le Qatar n'a aucun pipeline reliant directement l'Europe. Résultat, tout passe par la mer. Autrement dit, chaque cargaison destinée au continent européen doit traverser les océans à bord de méthaniers. Mais attention, l'Europe n'est pas la priorité numéro 1 de Doha. Ses principaux clients restent en Asie. Malgré cela, environ 30% de sa production de GNL finit tout de même sur le marché européen, ce qui reste loin d'être négligeable. Et quand cette machine se grippe, les conséquences sont immédiates et globales. Car oui, la perturbation actuelle touche aussi l'Asie, ce qui provoque un effet domino sur les prix. Sur les deux marchés, européens comme asiatiques, les tarifs se sont envolés. On dépasse désormais les 22 à 25 $ par million de BTU, avec des pointes pouvant franchir les 30 $. Pour bien mesurer l'ampleur du choc, il faut rappeler qu'on était encore récemment sous la barre des 20 $, parfois autour de 18 ou 19. En clair, certaines hausses dépassent les 100%, voire 110% si l'on compare avec les prix du gaz acheminé par pipeline, ce que l'on pourrait appeler, pour simplifier, le gaz classique. Et justement, ce gaz classique, transporté via des gazoducs, c'est ce dont l'Europe a voulu s'affranchir après la crise ukrainienne, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. Elle s'est donc tournée massivement vers le GNL, notamment américain et qatari. Dans ce jeu très compétitif, l'Algérie reste en retrait face à des acteurs majeurs comme les États-Unis ou la Norvège. Et la concurrence est rude. Nigeria, Indonésie, Malaisie, Australie, tous cherchent à capter leur part du gâteau. S'il y a bien un avantage que l'Algérie ne peut pas nier, c'est sa position géographique. À 2 pas de l'Europe, stable, loin des zones de conflit, elle coche toutes les cases pour devenir un partenaire énergétique rassurant. Sur le papier, c'est presque le fournisseur idéal. Mais derrière cette apparente opportunité se cache une réalité beaucoup moins confortable. Cette fenêtre de tir pourrait se refermer aussi vite qu'elle s'est ouverte. Car il ne faut pas se faire d'illusions. Dès que le Qatar remettra ses exportations sur pied, la concurrence reprendra immédiatement, et avec elle, la pression sur les parts de marché algériennes. Autrement dit, ce jackpot est temporaire. Et les autorités à Alger l'ont parfaitement compris. Pas question de traîner, il faut agir vite, très vite. C'est d'ailleurs ce qui explique certaines décisions stratégiques révélées récemment. Des choix urgents, presque brutaux, dictés par la nécessité de capter un maximum de revenus pendant que la fenêtre est encore ouverte. Et ces décisions ne sont pas anodines. Pour libérer davantage de volume à l'export, l'Algérie a commencé à couper le robinet du gaz dans plusieurs secteurs industriels. Le ciment, les matériaux de construction, mais pas seulement. D'après nos informations, même les aciéries et les industries lourdes sont concernées. Le message du gouvernement est clair, priorité absolue à l'exportation. Les entreprises, qu'elles soient publiques, privées ou même partenaires étrangers, sont invitées, pour ne pas dire contraintes, à réduire drastiquement leur consommation de gaz. L'objectif est simple. Rediriger un maximum de ressources vers les marchés européens et ainsi gonfler rapidement les recettes en devises. Une stratégie efficace à court terme, mais qui pose forcément question sur ses conséquences internes. Pour l'instant, faire des calculs précis relève presque de la spéculation. On est encore trop tôt dans la séquence pour chiffrer exactement les gains. Mais une chose est sûre, avec une telle accélération des exportations, les montants en jeu peuvent rapidement devenir colossaux. Si cette situation exceptionnelle se prolonge ne serait-ce qu'1 ou 2 mois, les recettes pourraient déjà se chiffrer en plusieurs milliards de dollars, autour de 4 à 5 milliards. Et si la dynamique tient sur la durée, on pourrait franchir la barre des 10 milliards, ce qui est loin d'être anodin. Le problème, c'est que tout repose sur des facteurs totalement imprévisibles. La durée du conflit, la fermeture du détroit d'Ormuz ou encore le redémarrage des exportations qataries. Autant d'éléments qui rendent toute projection extrêmement incertaine. Malgré cela, une chose ne change pas. Dans ce genre de contexte, chaque opportunité compte.
À ce rythme, l'Algérie peut engranger des centaines de millions chaque semaine si elle continue à augmenter ses livraisons vers l'Europe. On affinera les chiffres plus tard, mais une chose est déjà claire, cette fenêtre reste temporaire. Et la raison est simple, presque évidente. L'Algérie, malgré tous ses efforts, n'a tout simplement pas les moyens de remplacer le Qatar. Les capacités de production ne sont pas comparables. Là où Alger peut mobiliser environ 25 millions de tonnes, Doha évolue dans une autre dimension, avec près de 80 millions de tonnes produites. On parle donc d'un écart de 3 à 4 fois supérieur. Et cette différence ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat d'années d'investissements massifs que l'Algérie n'a pas réalisés. Car pendant que d'autres construisaient une véritable puissance dans les GNL, l'Algérie a dispersé ses ressources dans des projets peu stratégiques, parfois dépassés, avec une valeur ajoutée discutable. Au lieu de miser sur ce secteur clé, les priorités ont été ailleurs. Et aujourd'hui, la facture se paie cash. Le problème ne date pas d'hier. Il est même profondément enraciné dans le passé. Une grande partie des infrastructures de GNL en Algérie remonte aux années 70, avec quelques mises à niveau effectuées dans les années 80. Depuis, presque rien de vraiment structurant. À part des opérations d'entretien et quelques rénovations légères dans les années 2000, le système repose encore sur des installations vieillissantes. Concrètement, on parle d'un outil industriel ancien, parfois dépassé, qui limite fortement les performances. Les capacités théoriques existent, autour de 20 millions de tonnes, mais dans la réalité, elles sont loin d'être pleinement exploitées. Les principaux complexes comme GL1Z, GL2Z et GL3Z, situés à Arzev, ainsi que celui de Skikda avec ses 4,5 millions de tonnes, constituent l'essentiel du dispositif. Mais voilà le cœur du problème. Ce potentiel reste sous-utilisé. L'Algérie dispose des moyens, mais ne les exploite pas à leur juste valeur. Résultat, une capacité importante, mais loin d'être optimisée. Sur le papier, les capacités semblent honorables, un peu plus de 25 millions de tonnes. Mais dans la réalité, les performances racontent une toute autre histoire. En moyenne, les exportations oscillent plutôt entre 11 et 13 millions de tonnes. Et 2025 a marqué un véritable point bas. À peine 9,5 millions de tonnes expédiées, soit le niveau le plus faible observé ces dernières années. Une chute brutale, proche des 18 à 20 % par rapport à 2024, qui n'a rien d'un hasard. Car le GNL n'est pas une industrie que l'on improvise. Elle exige des infrastructures solides, un entretien rigoureux, des équipements modernisés en permanence, autrement dit, des investissements lourds et constants. Or, en 2025, les arrêts techniques se sont multipliés, les incidents aussi, tout comme les réparations. Résultat, une machine qui tourne au ralenti. L'Algérie n'a tout simplement pas accordé au secteur l'attention qu'il méritait et la sanction a été immédiate. Quand on regarde en arrière, le contraste est frappant. Près de 11,6 millions de tonnes exportées en 2024 et un pic à 13,4 millions en 2023, une année record. Et pourtant, début 2026 commence timidement, avec un mois de janvier presque insignifiant en termes de volume. Puis, soudainement, tout s'accélère à partir de fin février avec une explosion des exportations portée par la crise énergétique liée au conflit avec l'Iran. Mais attention, ce sursaut ressemble davantage à un réveil tardif qu'à une véritable stratégie. L'Algérie se tourne vers les GNL parce qu'elle y est contrainte, pas parce qu'elle l'a anticipé. Et malgré cet effort, les limites restent évidentes. Impossible de rivaliser avec le Qatar. Alors, pour compenser, on coupe ailleurs, dans le ciment, la sidérurgie, voire même dans la production d'engrais. Une décision discutable, surtout quand on sait que les prix des engrais explosent à l'échelle mondiale. Le fond du problème est ailleurs. La consommation interne engloutit près de 65 % du gaz produit, entre l'électricité, les ménages et l'industrie. Ajoutez à cela des années de sous-investissement et des choix politiques contestables, et vous obtenez la situation actuelle. Le pouvoir en place n'a pas seulement négligé ce secteur, il a même freiné des projets clés dans la pétrochimie et le développement du GNL. Pire encore, certains diront que les erreurs ont dépassé celles des périodes précédentes. Au final, ce que l'on voit aujourd'hui n'est rien d'autre que la conséquence directe de choix politiques désastreux. Et pas n'importe quel choix. Des décisions qui nous laissent aujourd'hui avec des résultats, disons-le franchement, complètement dégradés.
Les performances exceptionnelles observées en mars 2026, illusion passagère. Rien ne garantit qu'elles se reproduiront en avril ou en mai. La raison est simple. La capacité industrielle ne suit pas. Et c'est là que le bât blesse. Avec une vision plus ambitieuse, avec des dirigeants réellement engagés et stratégiques, l'Algérie aurait pu porter sa production bien au-delà des 40 millions de tonnes. Ce n'était pas hors de portée. C'était même une opportunité évidente. Car avec une telle montée en puissance, les perspectives auraient été tout simplement spectaculaires. Des exportations doublées, atteignant facilement 25 à 30 millions de tonnes. Et derrière, des revenus colossaux. On parle ici de dizaines de milliards de dollars. Et ce n'est pas exagéré. Le GNL est et reste le produit gazier le plus rentable au monde. En temps normal, il se vend déjà 35 à 40 % plus cher que le gaz classique. Et même lorsque les prix baissent, l'écart reste de 15 à 20 %. Pourquoi? Parce que sa transformation, son transport et sa reconversion en gaz impliquent des coûts, mais aussi une flexibilité incomparable. Il peut être envoyé n'importe où sur la planète. Et c'est précisément cette liberté qui fait toute la différence. Contrairement au gazoduc, coûteux, complexe et dépendant de contraintes géopolitiques, le GNL offre une mobilité totale. Les pays consommateurs l'ont bien compris. Ils veulent de moins en moins dépendre des pipelines. Résultat, la demande mondiale se tourne massivement vers ce type d'énergie. Pendant ce temps, en Algérie, la réalité est tout autre. Entre 80 et 85 % des ventes de gaz reposent encore sur du gaz acheminé par gazoduc dans le cadre de contrats à long terme. Le GNL reste minoritaire et avec seulement 2 infrastructures actives, le Transméditerranéen et Medgaz, le troisième ayant été abandonné après les tensions avec le Maroc, le pays reste enfermé dans un modèle qui limite fortement ses gains. Aujourd'hui, la réalité est brutale. L'écrasante majorité de notre gaz, entre 80 et 85 %, est écoulée via des canaux qui rapportent beaucoup moins. Ce n'est pas du GNL à forte valeur ajoutée, mais du gaz classique, vendu à des prix bien inférieurs. Et c'est précisément là que le problème commence. On ne tire pas pleinement profit de notre richesse. On la sous-exploite. Quand on observe ce qu'ont fait d'autres pays comme le Qatar, l'Australie ou encore les États-Unis, le contraste est saisissant. Eux ont misé massivement sur le GNL, anticipé la demande mondiale et capitalisé sur leur position. L'Algérie, pourtant idéalement située à quelques encablures de l'Europe, aurait pu faire de même. Elle aurait pu devenir un fournisseur incontournable du continent, remplacer une partie du GNL américain ou qatari et surtout doubler ses revenus. Au lieu de cela, elle continue de vendre via gazoduc à ses principaux partenaires, l'Espagne et l'Italie, à des conditions bien moins avantageuses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le gaz exporté par pipeline se négocie entre 10 et 12 $ par million de BTU. Pendant ce temps, même avant la crise actuelle, le GNL se vendait déjà autour de 18 à 19 $. Autrement dit, on perdait déjà près de la moitié du potentiel de revenus. Et depuis le début du mois de mars, la situation s'est encore accentuée. Les prix du GNL ont franchi les 22, 25, voire même les 30 $ dans certains cas sur le marché spot. Conclusion, le manque à gagner est colossal. À cause de notre dépendance au gazoduc, des contrats rigides à long terme et d'une capacité limitée en GNL, on se prive de gains énormes. Et pendant ce temps, le temps joue contre nous. Car le jour où le Qatar reviendra pleinement sur le marché, avec ses plus de 77 millions de tonnes, l'équilibre mondial se rétablira rapidement. Et rappelons-le, juste derrière les États-Unis, c'est bien le Qatar qui domine le marché mondial du GNL. Aujourd'hui, l'Algérie se retrouve face à une évidence qu'elle ne peut plus ignorer. Cette conjoncture exceptionnelle impose des choix clairs. Oui, vendre davantage de cargaisons à l'Italie, à la France, au Royaume-Uni ou encore à l'Espagne depuis le début du mois de mars est une bonne nouvelle. Mais dans le monde des affaires, un coup ponctuel ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la capacité à durer, à s'inscrire dans le temps. Et c'est précisément là que tout se joue. Car pour transformer cette opportunité en véritable succès, il ne suffit pas de réagir. Il faut anticiper. Cela passe par un renforcement massif des capacités de production et, surtout, par des investissements rapides et ciblés. Le problème, c'est que malgré ces nombreux atouts,
Proximité avec l'Europe, stabilité relative, absence de dépendance aux zones de tension comme le détroit d'Ormuz, l'Algérie reste incapable de s'imposer comme un acteur dominant sur le long terme. Et pourtant, toutes les conditions sont réunies pour devenir un fournisseur clé d'un continent dont la demande ne cesse de croître. Mais attention, la concurrence ne dort pas. L'Azerbaïdjan, le Nigeria, la Malaisie, l'Australie, tous avancent leurs pions. Et pendant ce temps, l'Algérie hésite encore. Il devient urgent de sortir de cette inertie. La vraie question est simple. Les décideurs actuels vont-ils enfin comprendre où se situe la priorité? Continuer à investir dans des secteurs peu rentables comme le ciment ou l'acier, qui consomment du gaz sans créer suffisamment de valeur, ou réorienter cette ressource vers des usages bien plus stratégiques? Car le calcul est évident. Vendre le gaz sous forme brute, ou mieux encore, le valoriser via le GNL rapporte bien davantage. Encore faut-il avoir la volonté de changer de cap. Mais il y a un autre problème, plus profond, presque chronique, et visiblement toujours ignoré. Ou pire, compris mais jamais réellement traité. La consommation interne de gaz en Algérie est tout simplement excessive. On brûle notre richesse à domicile, littéralement. Toute la production électrique repose quasiment sur cette ressource. Résultat, on consomme massivement ce que l'on pourrait vendre à prix d'or. Et pourtant, la solution est sous nos yeux. Elle brille même au-dessus de nos têtes chaque jour. Le soleil. Miser sérieusement sur les énergies renouvelables, notamment le solaire, permettrait de libérer des volumes gigantesques de gaz. Si seulement 20 à 30 de l'électricité provenait de ces sources alternatives, des milliards de mètres cubes pourraient être redirigés vers le GNL, puis exportés vers l'Europe. Une stratégie simple, logique, mais toujours pas appliquée. Et les conséquences sont énormes. En continuant sur cette voie, l'Algérie se prive de revenus colossaux. On parle de milliards de dollars, voire d'euros, qui pourraient entrer dans les caisses tout en réduisant la dépendance au gaz pour produire de l'électricité. Au lieu de cela, on continue de brûler cette ressource pour des usages internes peu rentables. Prenons un exemple frappant, les cimenteries. Elles consomment du gaz à des prix dérisoires, parfois 0,20 à 0,50 $ par million de BTU. Alors que ce même gaz, sur le marché international, se vendait déjà entre 10 et 12 $ en temps normal, et dépasse aujourd'hui les 20 $. Autrement dit, on brade une richesse stratégique. Ce n'est plus de la gestion, c'est du gaspillage pur et simple. Et pourtant, les solutions existent. Elles sont là, évidentes, presque criantes. L'Algérie dispose d'un potentiel immense en énergie alternative, notamment grâce à un ensoleillement exceptionnel. Mais au lieu de valoriser cet atout, on continue de brûler notre gaz localement, comme si cette ressource n'avait aucune valeur stratégique. Or, chaque mètre cube consommé à l'intérieur, c'est un mètre cube qui ne génère aucune devise. Produire de l'électricité pour le marché domestique, alimenter les foyers ou les usines, tout cela ne rapporte que du dinar. Et soyons lucides, le dinar ne permet ni d'importer des matières premières, ni de soutenir une véritable croissance, ni de financer les grands projets du pays. Il est donc temps de regarder la réalité en face. Le gaz en Algérie a été gaspillé pendant des années. L'absence d'investissement massif dans le GNL n'est pas une simple erreur. C'est une faute stratégique majeure. Pendant que d'autres construisaient des industries performantes autour de cette ressource, nous avons dispersé nos efforts dans des projets secondaires. Mines peu rentables, production de zinc, d'acier ou autres activités à faible rendement. Autant d'opportunités manquées. Ce qu'il aurait fallu faire est pourtant clair. Développer de nouvelles unités de liquéfaction, moderniser les infrastructures existantes, renforcer la flotte de méthaniers, construire des terminaux portuaires adaptés. Bref, bâtir une véritable filière industrielle du GNL. Mais cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, on se retrouve à bricoler dans l'urgence. On réduit la production ici, on coupe ailleurs, ciment, acier, industrie lourde, juste pour libérer quelques volumes supplémentaires à exporter. Mais soyons honnêtes, ces ajustements ne rapportent que des gains limités. Quelques centaines de millions tout au plus. Alors qu'avec une stratégie industrielle solide, on aurait pu générer des dizaines de milliards. Avec une vision différente,
l'Algérie aurait pu écrire une toute autre histoire. Elle aurait pu consolider sa richesse, renforcer ses réserves en devises et retrouver une véritable stabilité économique. Il suffit de regarder le Qatar pour comprendre. Ce pays a fait un choix clair, miser presque exclusivement sur le GNL. Résultat, il est devenu un acteur incontournable. À tel point que lorsqu'il est absent du marché, même temporairement, c'est tout l'équilibre mondial qui vacille. Et il ne faut pas se limiter à l'Europe. Le véritable terrain de jeu est bien plus vaste. Avec une flotte de méthaniers performante et une capacité d'exportation renforcée, l'Algérie aurait pu viser l'Asie, le cœur de la demande mondiale. Là-bas, les prix sont encore plus élevés qu'en Europe. Et ce n'est pas un détail. Près de 60% de la consommation mondiale de GNL se concentre en Chine, au Japon et en Corée du Sud. 3 géants industriels qui dépendent massivement de cette énergie pour alimenter leur croissance et leurs besoins domestiques. Face à cela, le message est clair. Il est temps d'ouvrir les yeux. Si l'Algérie continue sur cette trajectoire, sans investir sérieusement dans les secteurs stratégiques, sans orienter ses efforts vers le GNL et en continuant de gaspiller ses ressources, elle risque de payer le prix fort et surtout de laisser passer des opportunités majeures. Car ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un aperçu de ce qui aurait pu être. Cette situation exceptionnelle aurait pu être amplifiée, prolongée, transformée en avantage durable, à condition d'avoir mis en place une véritable stratégie industrielle. Oui, il faut profiter de l'instant, mais plus encore, il faut en tirer des enseignements. Repenser le modèle économique, s'adapter aux nouvelles réalités du monde. Voilà le véritable enjeu.